Installez-vous confortablement, tout de suite nous nous embarquons pour un voyage au cœur du patrimoine haine-trangeois, un village situé à quelques kilomètres du Luxembourg et dont les curiosités n'en finissent pas de se succéder. Allez, c'est parti! Comme chaque semaine, nous partons à la découverte de l'histoire de ce qui fait l'identité de la Moselle. Et comment comprendre l'ADN mosellan sans parler des villages qui la composent. Direction donc Haine-Trange, situé à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise. Un village dont l'histoire, riche, a laissé de nombreux vestiges. Et c'est avec Aliette Feuvrier que nous allons découvrir les plus beaux patrimoines de ce village. C'est parti pour une histoire surprenante, celle de Haine-Trange. Bonjour Aliette. Bonjour Tim. Nous sommes donc à Haine-Trange, Ouais. un village mosellan avec une configuration un petit peu particulière, Haine-Trange. Oui, Haine-Trange a une configuration géographique un petit peu particulière pour deux raisons. Premièrement, on se trouve au pied des côtes de Moselle, ce qui veut dire qu'entre le point le plus haut d'Haine-Trange, au-dessus de 400 mètres, et le point le plus bas, on a à peu près 200 mètres de dénivelé. Ah oui, quand même. Eh oui, ça fait du bien aux cuisses. Et puis, Haine-Trange est coupé en deux, c'est-à-dire qu'ici, on se trouve dans la partie ancienne du village, qui a des caractéristiques agricoles, on retrouve des fermes, des granges, etc. Mais à 1 kilomètre de là, est sortie de terre au début du XXe siècle une cité minière qui a une toute autre configuration, architecturale évidemment. Et puis, cette séparation a été accentuée par la suite par la construction du faisceau de l'A31. Donc, on est sur l'axe Thionville-Luxembourg, vraiment à la frontière luxembourgeoise, avec l'autoroute qui coupe le village, qui est relié quand même, heureusement, par la départementale et de nombreux chemins très agréables de promenade. Oui, ça peut aider. Donc, Oui. un village, mais deux époques, assez bien identifiées, donc avec deux endroits différents. Haine-Trange, c'est également une carte de patrimoine ici. Oui, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire entre la ligne Maginot, deux chapelles, une histoire riche et un petit peu emblématique aussi de l'histoire de la Moselle. On va aller découvrir tout ça? Avec plaisir. Eh ben allez, c'est parti. On y va. Présentation faite avec le village et sa configuration, nous nous dirigeons maintenant vers la chapelle Saint-Hubert. Vous pensez qu'elle ne paye pas de mine? Détrompez-vous, le lieu est plein de surprises, vous allez le voir. Donc nous voici devant la chapelle d'Haine-Trange, la plus ancienne, puisqu'on verra tout à l'heure qu'il y en a une autre. Alors de quand est-ce qu'elle date justement cette chapelle? Alors cette chapelle, elle est dédiée à Saint-Hubert et à Sainte-Apolline et son existence est attestée dès le XIe siècle. Ah oui, quand même. Elle a... Plus de 1000 ans. Voilà, plus de 1000 ans. Elle a subi de nombreux remaniements, elle n'avait pas du tout cette apparence à l'origine, elle a été agrandie. À un moment donné, elle a été flanquée d'une tour-clocher qui a menacé de s'effondrer. Elle a été fermée 2 fois parce que l'évêque de Metz jugeait qu'elle était dangereuse. Donc il y a eu vraiment beaucoup de travaux, de transformations. Mais il reste encore quelques vestiges médiévaux si on regarde bien. Et même quelques trésors, je crois, notamment les vitraux. Notre trésor, oui. On va les voir tout de suite. Mais avant d'en savoir plus, je me lance dans ma propre inspection dans les combles. Si la charpente semble assez récente, du XXe siècle, d'autres détails comme les différentes pierres qui composent le bâtiment semblent réunir plusieurs phases de construction, à des époques bien différentes. Allez, c'est le moment de redescendre, de retrouver Aliette et de lui poser toutes mes questions sous cette belle lumière qui baigne l'intérieur de cette chapelle. Une lumière magnifique dans cette chapelle.
magnifique et très très changeante au gré des saisons et des heures du jour. Et qui met en valeur donc ces hôtels qui sont fabuleux. On dirait du 18e, non? Bravo. Donc oui, ce sont des hôtels signés de Greffe-Père, donc qui est un menuisier ébéniste luxembourgeois qui a beaucoup travaillé dans la région. Donc un hôtel dédié à la Vierge Marie. Et puis l'autre dédié aux deux saints de la chapelle, Saint-Hubert, patron des chasseurs, qu'on reconnaît avec sa mitre d'évêque et puis son corps de chasse dans la main. Et puis Sainte Apolline, patronne des dentistes, d'où les tenailles qu'elle porte dans la main. Effectivement, oui. Et cet hôtel-ci alors? Alors, le maître-hôtel date du 19e siècle, il est plus récent et on s'est laissé dire qu'il avait été récupéré de l'église d'Étanges Grande. Mais il faut qu'on le vérifie, on a quelques recherches à faire pour le vérifier. D'accord. Une autre particularité de cette église, c'est, bien sûr, on en parlait à l'instant, c'est les vitraux. Oui. Ces vitraux, ils sont signés Raphaël Lardeur, qui est l'un des plus grands maîtres verriers du monde. Oui, oui. C'est un maître verrier vitrailliste qui s'est illustré dans l'art déco, donc qui a beaucoup travaillé dans les régions touchées par la Première Guerre mondiale, dans le Nord, la Picardie et la Somme, à Paris aussi. Il a fait des vitraux religieux, mais aussi des vitraux profanes. On trouve beaucoup de ses œuvres en Bretagne également, et puis à l'étranger, à Québec. Et en Moselle, il y a 2 chapelles qui peuvent s'enorgueillir de posséder des vitraux de Raphaël Lardeur. Donc celle-ci à Entrange. Et je crois que la découverte de ces vitraux, elle ne s'est pas faite tout de suite. Hein. Non, pas du tout. La chapelle a été fermée au culte pendant 15 ans. Il y a 2 chapelles à Entrange et l'autre a été privilégiée parce qu'elle est plus grande, plus facile d'accès, etc. Et en 2017, la municipalité a été contactée par 2 sœurs australiennes, Suzanne Grano et Julie Schroeder. Ce sont des arrière-petites cousines du maître verrier Raphaël Lardeur. Et tous les ans, elles viennent en France quelques semaines et elles essayent de recenser toutes les œuvres de leurs ancêtres. Et donc elles étaient à la recherche des vitraux. Là aujourd'hui en 2021 elles ont terminé. Toutes leurs archives sont déposées au musée du vitrail à Troyes et elles vont sortir un livre sur l'œuvre de Raphaël Lardeur où évidemment Entrange aura sa place. C'est magnifique, une belle histoire. Oui, une belle histoire. En parlant d'histoire, justement, vous disiez tout à l'heure que les premières mentions de cette chapelle remontent au XIe siècle. Oui. Comment est-ce qu'est né le village d'Entrange? À quelle époque? À cette époque-là, j'imagine. À cette époque-là, oui. On a des mentions d'Entrange, mais qui à l'époque n'est qu'un hameau et qui dépend de Trange. Ensuite, dans les archives départementales, la première mention d'Entrange en tant que village indépendant et souverain date de 1544, sous le nom de Entrenga. Entrange appartient bien sûr au duché du Luxembourg, qui va passer au duc de Bourgogne, qui va passer au Habsbourg d'Espagne avant de rejoindre la couronne de France au XVIIe siècle. Et puis, Entrange va de nouveau tomber sous la coupe de Eutrange entre 1811 et 1902 et redevient un village indépendant ensuite, avec une petite parenthèse pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque pour des raisons de simplicité administrative, Entrange va être rattaché au bourg voisin Étanges Grande de 1941 à 1945. D'accord, donc voilà pour l'histoire profonde du village, voilà pour l'histoire de cette première chapelle. Et donc il y a une deuxième chapelle qu'on va aller voir maintenant, qui est elle rattachée à une histoire beaucoup plus récente, celle du 19e, 20e siècle, celle de l'époque minière donc, du village. Tout à fait. On y va? On est parti. Eh bien, je vous suis. Cette chapelle Saint-Hubert, restée longtemps inutilisée, les habitants d'Entrange y sont très attachés. Et lorsqu'en 2018, le père Mathieu Chibel lance un appel pour lui redonner un coup de jeune, nombreux sont les Entrangeois et Entrangeoises qui répondent présents. Aujourd'hui, il reste encore quelques travaux à faire, qui ne manqueront pas de reprendre très bientôt. L'histoire de cette chapelle Saint-Hubert est donc intimement liée à la genèse du village d'Entrange. Et la beauté de ses vitraux art déco signés Raphaël Lardeur lui a d'ailleurs valu le prix Pèlerin des régions en 2019. Une reconnaissance nationale qui mérite tout de même d'être soulignée. Cette deuxième chapelle se trouve à 1 km à peine de la première, dans ce qu'on appelle la cité d'Entrange, dont l'histoire plus récente n'enlève rien à son intérêt ni à son charme. Située en lisière du bois, cette chapelle à cloche-mur, faite de pierre jaune, témoigne de l'époque minière du village. Ah bah on est dans le thème, on a déjà un petit wagonnet ici avec une sculpture de mineur. Oui, un hommage qui a été rendu aux mineurs il y a 2 ans maintenant. D'accord, on en parlera tout à l'heure. En attendant,
cette magnifique chapelle. La chapelle Sainte-Jeanne, qui a été construite en 1938 par la volonté du directeur de la mine et quasiment uniquement sur les subsides de la mine de l'époque. C'était une volonté des habitants de cette nouvelle partie du village d'avoir leur propre chapelle. Oui, alors la démographie grandit à Entrange, bien sûr, avec l'ouverture de la mine. Il y a des vagues d'immigration, donc les habitants de la cité sont essentiellement des Italiens et des Polonais, très croyants, et ils vont demander l'édification d'une chapelle pour ne plus aller jusqu'au village, et même parfois jusqu'à la paroisse d'Autrange, un petit peu plus loin, à pied, pour le catéchisme et pour les offices. D'accord. On va la voir de l'intérieur ? Après toi. Donc ici, autre ambiance par rapport à la première chapelle. On voit qu'on est dans une chapelle plus moderne. Les poutres, elles sont faites de béton. Oui, tout a été réalisé ici par les différents corps de métier de la mine. On sent qu'on est dans cet esprit. On a même une particularité dans cette chapelle, c'est Sainte-Barbe. Oui, Sainte-Barbe, patronne des mineurs. Donc on a récupéré cette statue qui trônait autrefois au-dessus de l'entrée de la galerie. Elle a été installée en 1950 au-dessus de l'entrée de la mine et puis on l'en a retirée en 1979 quand la mine a fermé. Aujourd'hui, cette chapelle, elle est toujours très utilisée pour les offices, pour les messes. Oui, tout à fait, pour les obsèques, les mariages et les offices du dimanche. Bon, je propose maintenant qu'on aille voir cette fameuse mine Charles Ferdinand, c'est ça ? C'est ça, on a juste la rue à traverser. Super, le moteur économique du village pendant tout au long du XXe siècle. Oui, jusque dans les années 70. Eh bien, allons-y. Ce qu'il reste de la mine Charles Ferdinand est aujourd'hui le patrimoine le plus visible du village. Cette immense structure faite de béton armé et de tôle est visible des quatre coins d'Entrange. Un ancien silo qui permettait de stocker le minerai de fer, recueilli dans les quelques 6 km de galeries qui ont été creusées au départ de cette porte. La mine doit son nom à son propriétaire, Karl Ferdinand von Stumm, grand industriel allemand, car oui, à cette époque, au tout début du XXe siècle, il ne faut pas oublier que la Moselle est allemande depuis 1870 jusqu'en 1918. Mais ce n'est pas au silo que nous emmène Aliette, direction ce bâtiment, l'ancien carreau de mine. Alors là, patrimoine industriel, on est en plein dedans. On est en plein dedans, on se trouve sur l'ancien carreau de la mine, c'est-à-dire les anciennes installations de jour. L'essentiel vient d'être démoli parce qu'un gros projet immobilier est en cours de réhabilitation de cette friche industrielle. Ouais. Et puis on va rentrer dans ce qui était un hangar et c'est un bâtiment qui va rester, la municipalité l'a voulu. D'accord. Arpenter une fiche industrielle est toujours un moment d'émotion. Et il n'est jamais difficile d'imaginer les ouvriers et les mineurs s'activer sur le site, comme à l'époque. Véritable mémoire de l'histoire économique du village, ces lieux, même s'ils vont bientôt être transformés, resteront pour toujours un témoignage vibrant de cette époque minière. Ici, il y a de l'espace. Bon, je précise bien sûr, Aliette, on a pu grimper jusqu'ici exceptionnellement, mais bien sûr c'est un site interdit au public pour des raisons de sécurité, bien sûr. Bien sûr, site privé en plus. Donc ici c'est un bâtiment de l'ancien carreau de la mine d'Entrange, la mine Charles Ferdinand, un lieu extrêmement important dans l'histoire du village. Oui, bien sûr. Alors les maîtres de forge de Sarre à Neunkirchen, les frères Stumm, ont commencé à prospecter ici à la recherche d'un gisement de fer dès 1895 et puis ce qu'ils vont trouver est tellement intéressant qu'ils vont investir beaucoup d'argent. La première exploitation à proprement parler ne va débuter qu'en 1902. D'accord. Donc là on est encore sous domination allemande, ici en Moselle. Cette mine, elle a doublé, triplé la population du village au fur et à mesure du XXe siècle. Jusque quand est-ce qu'elle va avoir une véritable importance dans l'histoire industrielle ? Jusqu'à sa fermeture, jusqu'en 1979. Elle a une importance évidemment au niveau démographique. Il va y avoir beaucoup d'afflux de population, d'abord des Allemands de l'intérieur, 2 vagues d'immigration italienne et polonaise. Ici, l'essentiel de l'immigration est polonaise, contrairement à d'autres sites miniers où l'immigration
l'immigration est essentiellement italienne. On pense à Villereux par exemple, évidemment. Pendant les deux guerres, les hommes qui sont partis au front ou les Mosellans expulsés vont être remplacés par des prisonniers de guerre. Il va y avoir jusqu'à 500 prisonniers de guerre russes et ukrainiens présents ici à la mine pendant la Première Guerre mondiale. Et puis après 1945, la mécanisation de la mine va croissant. On arrête les piliers dans les mines parce qu'on a découvert la technique du boulonnage. Ça veut dire que les galeries sont désormais ouvertes, qu'on va pouvoir y faire passer ces machines énormes que sont les jumbo et puis les chargeuses Joy. Ouais. Et en fait, plus la mécanisation avance, plus les effectifs de la mine baissent. On n'est plus qu'à 360 employés dans les années 1960. Mais pour autant, les volumes extraits sont de plus en plus grands. Et donc la mine Saint-Ferdinand a vraiment été toujours modernisée. Elle était à la pointe des innovations technologiques. Et si l'exploitation s'arrête, c'est vraiment parce que la concurrence étrangère devient trop forte. Mais jusqu'au bout, c'est une mine qui a eu un rendement assez important. Et aujourd'hui encore, on l'entend d'ailleurs au loin, il y a des travaux donc, sur ce site. L'histoire continue, toujours sur Salançay, elle ne s'arrête jamais. Ce bâtiment, il va être transformé en habitation donc, parce qu'il faut bien rappeler qu'ici on se trouve juste à côté du Luxembourg et que la demande est extrêmement forte dans le village. Oui, tout à fait. On est très très près de la frontière. Il y a une pression immobilière très forte et les travailleurs frontaliers, qui représentent quasiment un actif sur 3 à Entrange, sont très très friands et sont très en demande de venir habiter dans cette région. Donc là, on vient de couvrir à peu près. Allez, si je parle globalement, on vient de couvrir presque 1000 ans de l'histoire d'Entrange à partir de la première chapelle qu'on a visitée, qui date du XIe siècle. Là, on est donc à la fin, dans la dernière partie du XXe siècle avec cette mine. Il nous reste bien sûr un élément emblématique de l'histoire d'Entrange, du patrimoine entrangeois, c'est bien sûr le fort. Oui, l'abri, très exactement. L'abri, d'accord. Voilà. L'abri du Zeiterholz. Zeiterholz. Zeiterholz, je n'ai pas l'accent. On est en pleine ligne Maginot. Très bien, on va le voir. Merci. Fin de visite pour le carreau de mine donc. Direction maintenant une autre page de la chronologie du XXe siècle, celle de la ligne Maginot et de la Seconde Guerre mondiale. Il nous suffit de marcher quelques centaines de mètres à travers notamment l'ancien quartier des mineurs. Et là, après avoir traversé un bois, nous nous retrouvons face à ce vestige de béton armé, partie intégrante du patrimoine entrangeois. À l'intérieur, de nombreux restes de cette page martiale et meurtrière qu'est la Seconde Guerre mondiale. De porte en porte, d'un couloir à l'autre, c'est une plongée dans le quotidien des 96 hommes et des 3 officiers qui vivaient ici. L'association Amifort Entrange, composée de passionnés, est parvenue à transformer cet ouvrage en véritable musée. Masques à gaz, douilles, mitrailleuses, postes de télécommunication, casques, uniformes, autant d'objets et de souvenirs qui plongent le visiteur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Après une petite visite privée, retour à l'extérieur et j'espère qu'Aliette est prête parce que, évidemment, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Aliette, on vient donc de visiter l'intérieur de cet ouvrage du Zeiterholz. Vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de cet endroit ? Alors ici on se trouve en fait dans la trouée d'Entrange, entre 2 obstacles naturels, on va dire, la côte et puis la forêt. Donc les constructeurs de la ligne Maginot vont imaginer d'installer 2 gros ouvrages. L'un sur la côte, ça va être l'ouvrage de Molvange. L'autre bout de la forêt, ça va être l'ouvrage Immerhof qui est sur la commune de Étanges-Grande. Et en fait, pour protéger l'espace entre les 2 ouvrages, on va installer cet abri qui est un abri d'intervalle, un abri d'intervalle passif. Il n'est pas fait pour le combat. En revanche, il est fait pour héberger et protéger tous les soldats qui vont œuvrer dans les petits blocos entre les 2 ouvrages principaux. Oui, on voit, il y en a un petit peu partout quand on se promène. Il y en a partout, disséminés dans les prés et même dans certaines propriétés privées à Entrange. Et le but de ces ouvrages, c'est de créer un rideau de feu, en fait, perpendiculaire à la ligne imaginaire qui court entre les 2 ouvrages principaux. Donc il a été construit
pendant les années 30, pendant la construction de la ligne Maginot, et à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui devient cet ouvrage? Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, déjà, une fois les troupes françaises évacuées, il va servir de QG à des troupes allemandes, puis à des troupes américaines. Dans les années 50, certains ouvrages de la ligne Maginot vont être remis en service par l'État français. Ça va être le cas du gros ouvrage de Molvange qui nous surplombe. Et puis petit à petit, l'État français va vendre ses propriétés militaires. Ici, l'abri va être racheté par la commune d'Entrange. Et puis sa gestion va être confiée à une association de passionnés. Qui va le transformer en musée, comme on vient de le voir durant notre visite. Tout à fait, avec un souci d'entretien constant et aussi le souci d'enrichir les collections. C'est pour ça qu'on retrouve à l'intérieur tellement d'armements, tellement de mobilier qui ont été récupérés à droite à gauche très patiemment. Et aujourd'hui, le fort est ouvert à la visite et il y a un véritable engouement pour ce patrimoine Maginot, bien sûr, notamment des personnes qui viennent des pays de l'Est. Ce fort illustre bien l'importance du patrimoine à Entrange, qu'on ne soupçonne pas forcément d'ailleurs. Quand on se promène dans le village comme ça au premier abord, on voit un village frontalier où la vie suit son cours. Mais en fin de compte, à chaque coin de rue, je dirais, on a un patrimoine incroyable. On a vu la mine, on voit maintenant cet ouvrage, on a vu ces deux chapelles. Entrange, c'est un village riche de patrimoine. Oui, c'est un village qui a une belle histoire avec du patrimoine industriel, avec du patrimoine minier, avec du patrimoine militaire. L'histoire d'Entrange, c'est vraiment emblématique, je trouve, de l'histoire de la Moselle, avec cette double annexion, avec la ligne Maginot. Et c'est vrai que c'est un village où on a plein de choses à découvrir. Et aujourd'hui, ce patrimoine fait partie de la vie quotidienne, puisque juste à côté de cet ouvrage, il y a un fameux chemin de promenade. Le chemin du fort, peut-être, on l'appelle, je ne sais pas. Mais... oui, ici, on dit qu'on va au fort et on vient se balader ici. Il y a beaucoup de cavaliers qui passent aussi, il y a beaucoup de personnes qui se baladent avec leurs chiens. Et oui, c'est un endroit qui fait partie de la vie quotidienne, bien sûr, un endroit calme. On entend les oiseaux, je suppose, là, dans les micros. On est dans le bois et c'est un lieu de balade très agréable, bien sûr. Ce chemin de promenade, le voici. Il permet de rejoindre à pied la partie village à la partie cité d'Entrange. Et ici, pour le plus grand bonheur des promeneurs, chevaux et ânes se promènent également. Un charme bucolique supplémentaire pour ce village d'Entrange. Comme nous l'a montré cette visite, ce village est plein de surprises. Les différents éléments de patrimoine que nous avons visités le prouvent aisément. Des magnifiques vitraux de la chapelle Saint-Hubert à l'ouvrage du Zeiterholz, en passant par le carreau de la mine Charles Ferdinand et son immense silo, le village d'Entrange, paisible et entouré de nature, concentre de nombreux témoignages de l'histoire mosellane. Bon ben voilà, fin de journée, le soleil se couche, fin de cette émission également. Merci beaucoup Aliette de nous avoir accompagnés tout au long de cette visite et de cette découverte du village d'Entrange. Merci beaucoup à toi Tim de nous avoir donné l'opportunité de faire découvrir ce village que nous aimons, auquel les habitants sont souvent très attachés. Eh bien c'était avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes au cœur de la Moselle bien sûr. Tim Girard vous a emmené à la découverte de l'histoire mosellane avec Moselle Attractivité.